Monsieur le Président, je pense qu'on peut commencer. Merci beaucoup. Mais tout d'abord, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette présentation en ligne du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mon nom est Karimi Bourki, je suis le président du CSA et je suis donc accompagné par Madame la Ministre Bénédicte Linnart, la Ministre des Médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Joëlle Desterbeek, directrice des études et de la recherche, Samy Carrère, directeur du service distribution et opérateur au sein du CSA, et Olivier Hermans qui travaille avec Samy Carrère. Donc voilà, je suis particulièrement heureux de présenter aujourd'hui la première étude indépendante sur la consommation des médias francophones en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les résultats qui vous seront présentés dans quelques instants sont le produit d'une analyse quantitative et qualitative du comportement des téléspectateurs dans le contexte que nous connaissons de fragmentation et d'explosion des propositions offertes aux citoyens, tant en termes technologiques que de contenu. Ce genre d'étude existe depuis quelque temps déjà en Flandre et dans les pays voisins, mais c'est la première fois qu'elle est réalisée sur une telle échelle en Fédération Wallonie-Bruxelles. La question de départ, que l'on peut résumer comme suit: comment évolue l'utilisation de la télévision avec le développement des nouveaux modes de consommation des contenus audiovisuels, a fait l'objet d'une enquête de terrain de l'été 2019 à l'été 2020. Et nous avons donc dû adapter la méthodologie de recherche à l'évolution de la consommation en période de Covid, bien entendu. En fait, nous aurions pu poser cette question de manière plus simple, que l'on se pose d'habitude autour d'un verre, ou qu'on se posait autour d'un verre: la télévision est-elle morte? Mais avouons que cela n'aurait pas été très sérieux, ni même très aimable pour toutes celles et ceux qui en font. Si le CSA a pour obligation de manière principale la régulation du secteur audiovisuel belge francophone, il a aussi pour mission de mieux comprendre et faire comprendre la réalité actuelle des médias et de s'intéresser aux grandes évolutions du secteur. Actif notamment en matière d'égalité et de diversité dans les programmes, 2 études à cet égard ont été présentées ces dernières semaines, l'une sur l'égalité de genre dans le secteur audiovisuel, l'autre sur l'égalité de genre dans les communications commerciales radiophoniques, à nouveau une première en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces études sont d'ailleurs disponibles sur notre site. Le travail présenté aujourd'hui a été mené par une équipe, comme je le disais au début, pluridisciplinaire, constituée des membres des services distributeurs et opérateurs et études et recherches, que je tiens encore à saluer pour la qualité du travail qui vous sera présenté. Les services du CSA ont collaboré avec Sonecom, une spin-off de l'Université de Louvain, pour mener à bien ce travail qui a nécessité évidemment un vaste dispositif technique et méthodologique, qu'ils en soient également remerciés. L'étude cherche à comprendre les mécanismes à l'œuvre derrière les évolutions constatées des modes de consommation, les perceptions, et pas uniquement à dépeindre ceux-ci à un instant donné, c'est-à-dire les attitudes, comme pourrait faire un sondage de comportement. Elle repose par conséquent sur 2 parties, consistant en une enquête quantitative et l'autre qualitative. Le volet quantitatif porte sur les comportements des consommateurs et consommatrices, type de contenu consommé, support de consommation, équipement utilisé, technologie utilisée, fréquence de la consommation, durée de la consommation, lieu de la consommation, etc. Ce volet vise à évaluer l'évolution des comportements et ainsi mesurer empiriquement le poids des différents acteurs, supports, etc. en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces données sont ensuite croisées avec un ensemble de variables sociodémographiques en vue d'évaluer le profil du répondant ou de la répondante, âge, genre, catégorie socio-professionnelle, lieu de résidence, niveau de diplôme, etc. Ce volet quantitatif repose sur la diffusion d'un questionnaire auprès d'un échantillon représentatif de la population de 15 ans et plus, suffisamment large, autour de 2000 répondants et répondantes, afin d'obtenir les données les plus robustes possibles. De plus, les profils ont été élaborés afin de mieux segmenter et comprendre les comportements des consommateurs et des consommatrices. Ensuite, on a examiné dans un volet qualitatif, à l'aide d'entretiens, l'opinion et les représentations des utilisateurs et des utilisatrices quant à ce qu'ils consomment. Ce volet vise à comprendre comment et pourquoi un tel contenu, tel équipement ou mode de consommation est privilégié par la personne. Il permet en outre de collecter des données sur la transformation des comportements. Cette analyse qualitative repose sur 30 entretiens semi-directifs. Ils ont été réalisés avec des répondantes de l'étude quantitative et complétés avec d'autres profils.
L'objectif de l'analyse qualitative étant non plus la représentativité des profils, mais bien la diversité de ceux-ci. Le contexte de l'étude répond aussi à une volonté de veille à l'égard des habitudes de consommation dans le cadre de la conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques qui réunit les régulateurs médias des communautés et l'IBPT. En effet, la dernière analyse de marché de la radiodiffusion télévisuelle en région de langue française prévoit, je cite, que le CSA procédera à un contrôle régulier de la pénétration des services dits OTT, over the top, les services qui diffusent les médias par Internet, sur le marché belge de la radiodiffusion, afin d'en examiner une éventuelle évolution significative susceptible d'influencer la structure concurrentielle du marché. Vous verrez aussi dans la présentation qui va suivre et dans les documents qui seront présentés que le collège du CSA, le collège d'autorisation et de contrôle du CSA, a adopté des recommandations à destination des pouvoirs publics et du secteur. Je vais me permettre d'en citer une. C'est bien entendu de permettre de rééditer une telle étude indépendante afin de mesurer à intervalles réguliers le comportement des citoyennes et des citoyens ainsi que du marché. Avant de céder la parole aux équipes pour la présentation des résultats et d'accueillir Madame la ministre Linard, que je remercie évidemment encore une fois d'avoir dégagé du temps et d'être parmi nous dans une période que j'imagine chargée, je me dois aussi de remercier son prédécesseur, Jean-Claude Marcourt, qui a accepté de financer cette étude. Madame la ministre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier le CSA d'avoir mené cette étude sur les modes de consommation des services de médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. On sait combien les modes de consommation ont changé ces dernières années, et donc il était utile, je pense, d'objectiver une réalité, parce que quand on objective une réalité, ça nous permet donc de mieux la comprendre, mais aussi d'y réagir, de l'appréhender, éventuellement de réguler autrement, en tout cas d'adapter potentiellement les politiques aussi en fonction d'une meilleure compréhension et une meilleure objectivation des faits. Cette étude, on l'a dit, a été menée pour la première fois en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une première qui est importante, qui permet de comprendre spécifiquement quelle est la manière dont le public alors belge francophone consomme les médias audiovisuels, que ce soit la télévision, la VOD, les contenus en ligne. Et donc, il y a effectivement une analyse quantitative, mais aussi qualitative, on l'a dit, puisqu'on analyse aussi, on essaie de connaître les motifs de la consommation. Alors, je ne vais pas, moi, dévoiler les résultats de l'enquête. Ce n'est pas mon travail aujourd'hui, mais je peux quand même dire que l'enquête montre que, et c'est une réponse à la question qui a été posée, la télévision linéaire garde une place importante dans les modes de consommation des contenus audiovisuels. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise qu'il y a eu une hausse des audiences pour tout ce qui concernait les journaux télévisés, et donc que la télévision reste un lieu d'information privilégié pour un grand nombre de Belges francophones. Et donc la télévision, non, n'a pas dit son dernier mot. Ceci répond à la question, mais cette étude montre aussi, et c'est intéressant, la complémentarité des modes de consommation linéaires et à la demande. Et donc l'étude que vous allez découvrir aujourd'hui débouche sur une série de recommandations. Et moi, j'avais envie de mettre en exergue certains enjeux en matière de régulation enjeux qui ont été mis en avant par cette enquête. Alors, première chose, la place importante occupée par la télévision linéaire pour une grande majorité de la population, quel que soit l'âge ou quelle que soit la catégorie sociale, nous confirme dans l'idée qu'il est essentiel de maintenir des contenus de qualité sur les services linéaires. Et donc, il est important que chacun et chacune puisse y trouver des contenus informatifs ou culturels de qualité. Et donc, on devrait être attentif au renforcement de cette mission essentielle, que ce soit au niveau de la culture, de l'information, de l'éducation permanente, mais donc cette mission essentielle des services publics dans les futures conventions des médias de proximité, mais aussi dans le contrat de gestion de la RTBF quand il sera revu. Deuxième élément, on voit qu'il y a une montée en puissance ces dernières années des services non linéaires et que ça nécessite d'y assurer un équilibre en termes un équilibre en termes de diversité culturelle et d'accès aux contenus européens et belges. Donc, vous le savez, il y a un nouveau décret SMA qui est en train d'être finalisé. Il a été adopté en première lecture et il sera bientôt sur les bancs du Parlement. Et donc, ce décret étend
aux services internationaux présents en Belgique francophone les obligations de services non linéaires à investir une partie de leur chiffre d'affaires dans les contenus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une manière aussi, en fait, par cette obligation de contribution à la production, de mettre en place un cercle vertueux d'œuvres produites avec des auteurs et des autrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d'assurer leur diffusion sur les services concernés. Donc, c'est une manière, quelque part, de contraindre ces opérateurs-là, internationaux, qui n'étaient pas contraints jusqu'ici de prendre leur part dans les contenus et la production et la diffusion des contenus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, le troisième point d'attention, c'est ce qui concerne les plateformes de partage vidéo et les réseaux sociaux. On sait que l'un comme l'autre sont omniprésents dans nos vies, qu'ils participent à la diffusion des contenus audiovisuels. Et au vu de l'importance qui n'a cessé de croître ces dernières années, une régulation est essentielle. Le nouveau décret des services médias audiovisuels ouvre une porte en ce sens, en assurant en fait l'intégration des plateformes de partage de vidéos dans le cadre légal de la Fédération. Alors pour le moment, c'est en intégrant certaines dispositions relatives à la communication commerciale et à la protection des mineurs. C'est dans une approche de co-régulation prônée par la directive SMA. C'est une première étape importante. Sans doute que d'autres étapes devront venir par la suite et je sais que le CSA pourra être partenaire dans le travail à mener sur ces questions. Il y a aussi d'autres enjeux majeurs qui découlent de cette étude et qui sont liés aux plateformes de partage de contenu et aux réseaux sociaux. Il y a de manière plus large la protection des mineurs, il y a la question de la publicité dans les contenus générés par les utilisateurs, comme les collaborations d'influenceurs avec des marques, par exemple, et il y a tout ce qui concerne les discours de haine. Et je sais que le CSA a entamé un travail qui est le bienvenu en ce sens, avec entre autres des youtubeurs. Donc un travail s'est initié, c'est un premier pas dans la bonne direction et donc c'est un travail qui devra pouvoir se poursuivre et qui devra être pérennisé. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui de poursuivre en cette voie. Et puis je voudrais aborder un dernier point qui est sous-jacent à cette étude, c'est la question de l'éducation aux médias. Même si ce n'est pas une étude sur l'éducation aux médias, en tout cas, c'est une étude qui contribue en fait à mettre le doigt sur l'importance de l'éducation aux médias aujourd'hui. Il y avait déjà l'étude du CESEM Génération 2020 qui nous permettait de voir les pratiques des plus jeunes en ligne. Et donc, je pense que ces deux outils nous aident ou nous confortent dans l'idée qu'on doit mener un travail d'éducation média. Et donc, un plan d'éducation média de la Fédération Wallonie-Bruxelles est en cours d'achèvement. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, est en voie de finalisation. Je ne sais pas si ça se dit cours d'achèvement. Mais donc, en voie de finalisation, il balayera évidemment les 4 ans de la législature à venir. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, dans un contexte où on voit une explosion de désinformation, malinformation ou mésinformation, de complotisme en tout genre, l'éducation aux médias est essentielle, que ce soit pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Et donc, l'idéal et donc l'objectif, c'est de se dire, chacune et chacun dans son parcours de vie devrait pouvoir bénéficier à un moment donné d'outils pour être, entre guillemets, éduqués aux médias, mieux les décrypter. Et donc, ce travail devra être mené évidemment avec tous les partenaires, entre autres le CSA, mais aussi, il me semble, l'ensemble des médias pour la suite de cette législature. Voilà quelques enjeux que j'ai relevés de l'étude, sans rien dévoiler, je pense, ou à peine de l'étude pour la suite. En tout cas, je vous remercie du travail qui a été mené, tous ceux qui y ont contribué, qu'ils soient ici présents, qu'ils prennent la parole ou non. Et donc, c'est une étape de plus importante dans la connaissance de nos modes de consommation et la façon d'y réagir. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Comme le disait un humoriste français, le ministre ne connaît pas les questions à l'avance, mais il connaît les réponses. Donc, vous avez évoqué des choses extrêmement importantes, notamment la régulation des plateformes. On est en plein dans l'actualité, puisque c'est aujourd'hui que la Commission européenne va révéler son Digital Service Act, donc, qui est censé justement améliorer la régulation de ces plateformes. On aura certainement l'occasion de s'en reparler parce que c'est un enjeu démocratique majeur
pour les prochaines années. Donc, avant de laisser la parole à l'équipe, quelques petites informations techniques. Donc, à l'issue de la présentation, vous pourrez poser des questions dans la chatbox et en levant la main. Et on va essayer de collecter toutes ces questions et d'y répondre en fin de présentation. Donc maintenant, je vais céder la parole à l'équipe. Alors, je ne sais plus qui prend la parole en premier. Je vais prendre la parole. Merci Monsieur le Président, et encore merci à Madame la Ministre. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour partager la dite présentation. Hop. Et normalement, si tout est OK, vous devriez avoir le premier slide relatif donc à cette étude. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents pour la présentation de cette étude. Ici, on va vous présenter différents points. On va revenir, même si notre président ainsi que Madame la Ministre ont déjà un petit peu évoqué le contexte général ainsi que l'aspect méthodologique. On va quand même prendre un petit moment pour revenir sur ces 2 aspects. Donc, on va voir dans un premier temps le contexte général de l'étude, suivi de la méthodologie. Et nous irons dans un 3e temps sur les attitudes et les perceptions. Et donc là, on rentrera plus dans les résultats que nous avons obtenu, pour ensuite aller sur l'impact de différentes variables que nous avons étudiées. Et on terminera avec les perspectives de cette étude, c'est-à-dire les enjeux que nous avons relevés et les recommandations que nous avons effectivement effectuées dans cette étude. Donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole à mon collègue Olivier concernant le contexte général. Merci Samy. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous présenter, mais de manière naturellement très synthétisée, en guise d'introduction, quelques idées qui me paraissent assez intéressantes et importantes à connaître avant d'entamer les résultats, en fait, la présentation des résultats. Je voudrais juste simplement indiquer quant à cette étude qu'elle a été menée sur une période assez longue. Elle est consacrée, comme on l'a dit et répété, au mode de consommation des services de médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui signifie aussi, même si la radio est aussi une des compétences essentielles du CSA, que tout ce qui concerne la consommation de radio n'est pas pris en compte dans cette étude, parce qu'évidemment, vous en conviendrez avec nous, on dépasserait en fait le cadre et on pense que les attitudes, les comportements des personnes seraient aussi assez différents. Alors, cette étude, elle répond à un besoin de données et aussi d'analyse. En effet, on constate par rapport à d'autres régions, et ça a été déjà souligné, qu'en Flandre, il existe depuis plusieurs années des études similaires faites par des instituts universitaires. C'est le cas également en Allemagne, en France, ou au Royaume-Uni. On peut citer un certain nombre d'études qui existent autour de nous. Pour ce qui était de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc de la Belgique francophone, on manquait de telles données qui sont donc nécessaires néanmoins pour réguler tout simplement et aussi pour donner des informations à la fois au pouvoir public et au secteur qui est toujours friand, aux entreprises privées essentiellement, qui sont toujours friandes de ce genre d'informations. Voilà. Il y avait aussi d'autre part une obligation juridique sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais qui nécessitait en fait de la part du CSA un contrôle, une observation régulière de l'évolution du marché des services over the top, OTT, et je pense que c'était un point à souligner. Voilà. Ce qu'on va retenir aussi, ce que l'on doit savoir en fin de compte avant de passer à plus de détails sur la méthodologie notamment, c'est de savoir que, pourquoi a-t-on appelé cette étude médias, attitudes et perceptions. Alors l'idée d'attitude vise en fait à souligner que l'étude dépeint des modes de consommation à un instant donné. Et d'autre part, les perceptions, parce qu'on a voulu aller au plus loin, c'est vraiment une des caractéristiques de cette étude, d'aller plus dans l'analyse, d'essayer de comprendre quels étaient finalement les mécanismes à l'œuvre derrière les évolutions constatées. Pour pouvoir arriver à faire cela, ça a été signé aussi, une enquête qualitative, une enquête quantitative ont été menées, donc 2 volets qui se complètent et que nous avons essayé de présenter de la meilleure façon. Voilà, je pense qu'on peut passer alors à la méthodologie. Merci beaucoup Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc ici, je vais revenir sur la méthodologie et développer certains points plus précis.
Alors, l'étude vise à répondre à une question de recherche. Cette question de recherche est donc comment évolue l'utilisation de la télévision avec le développement des nouveaux modes de consommation des contenus audiovisuels. Alors, comment on a défini ces différents éléments-là, donc télévision d'une part et nouveaux modes de consommation d'autre part. Donc, la notion de télévision, elle a été entendue comme l'ensemble des services de médias audiovisuels fournis donc par les éditeurs de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes. Donc, concrètement, dans le terme télévision, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc la télévision linéaire, mais aussi le visionnage de programmes en direct sur les sites web des éditeurs linéaires. Par exemple, regarder en direct quelque chose sur Ovio, un programme sur Ovio. La télévision sur Internet a également été intégrée là-dedans. Par exemple, regarder la télévision via VooMotion. Donc, ces différents éléments-là ont été considérés comme de la télévision dans l'enquête. Les nouveaux modes de consommation, ils ont été définis comme l'ensemble des moyens qui vont permettre à un consommateur, une consommatrice donnée, d'utiliser des services proposant des contenus audiovisuels à la demande, c'est-à-dire vraiment en s'affranchissant des contraintes qui sont liées à une grille horaire. Et là, on a intégré à la fois les offres payantes et les offres gratuites dans l'étude. Donc, par exemple, les catalogues de vidéos à la demande des éditeurs de services de médias audiovisuels comme Ovio, RTL Play, Netflix, Amazon, Sooner, les replays, mais aussi les vidéos diffusées sur les plateformes de partage vidéo comme YouTube ou Dailymotion et sur les plateformes de partage de contenu en ligne comme Facebook ou Instagram. Tous ces éléments-là ont été considérés comme de la vidéo à la demande. Alors, pour répondre à cette question de recherche, comme l'a expliqué le président du CSA, on a deux volets, un volet quantitatif et un volet qualitatif. Le volet quantitatif cherche à circonscrire quantitativement l'évolution des attitudes en matière de consommation des contenus audiovisuels, mais aussi les facteurs qui vont venir impacter cette évolution. Ça veut dire qu'on a identifié des variables dites dépendantes, c'est-à-dire celles dont on veut étudier l'évolution. Par exemple, on veut étudier l'évolution du nombre d'équipements, le choix des modes de consommation ou encore la fréquence de la consommation. Et d'autre part, on a identifié des variables que l'on appelle indépendantes, c'est-à-dire des variables qui vont exercer une influence, comme par exemple le genre, l'âge, le niveau de revenu ou encore la familiarité à la technologie. Le volet qualitatif, quant à lui, il a cherché à comprendre vraiment comment et pourquoi tel contenu, équipement ou mode de consommation va être privilégié ou pas par une personne donnée. Donc vraiment, on se penche sur les perceptions et sur les représentations des personnes. On a cherché à comprendre la signification qu'ils donnent à leur pratique. Dans chacun de ces deux volets, donc quantitatif et qualitatif, 3 dimensions ou 3 thématiques ont été systématiquement explorées. Premièrement, le volume d'équipements différents dont disposent les ménages belges francophones. Ensuite, la consommation audiovisuelle qui a été envisagée de manière unique ou simultanée. On va revenir sur ces éléments-là. Et enfin, la complémentarité et la substituabilité des différents modes de consommation. Alors, le volet quantitatif de l'enquête, si on le détaille plus précisément, eh bien, on voit qu'il a consisté en l'administration d'un questionnaire standardisé auprès d'un échantillon théorique de 2000 individus et un échantillon effectivement obtenu de 2200 individus. C'est un échantillon qui est représentatif de la population de 15 ans et plus qui réside en Belgique francophone. On a 3 méthodes de collecte complémentaires qui ont été mis en place pour la passation de ces questionnaires, une méthode de collecte de terrain, une méthode de collecte téléphonique et enfin une méthode de collecte web. Le recours à ces 3 dispositifs de collecte a permis vraiment d'optimiser la représentativité de l'échantillon parce qu'une collecte des données qui aurait été basée exclusivement sur le web, ça aurait pu peut-être amener des profils plus familiarisés avec certaines technologies. Or ici, on est dans le cadre d'une étude qui porte précisément sur l'évolution des modes de consommation et donc ça aurait pu constituer un biais méthodologique. Alors, à l'issue de la collecte des données, des tests de représentativité ont été effectués pour comparer des distorsions éventuelles entre la population et l'échantillon observé.
Et ces tests, ils ont permis de procéder à un redressement de l'échantillon en lui appliquant une clé de pondération. On a une pondération statistique qui est comprise entre 0,5 et 2,82, ce qui est un seuil tout à fait acceptable en sciences sociales. Enfin, on a une marge d'erreur globale qui est de 2,2%. Ça signifie qu'il y a 95% de chances que le résultat obtenu varie de 2%, 2,2% en dessous ou de 2,2% au-dessus du chiffre qui va être annoncé. Le volet qualitatif, quant à lui, il a reposé sur la réalisation d'entretiens semi-directifs avec 30 enquêtés. On a 16 femmes et 14 hommes âgés de 15 à 76 ans, avec et sans enfants. Et l'objectif du volet qualitatif, ce n'était pas la représentativité statistique, mais c'est bien la diversité de l'échantillon. Donc vraiment, l'objectif, c'était de diversifier le profil des enquêtés afin de recueillir un large spectre d'opinions et de représentations. Là, on a fait vraiment une matrice de sélection des enquêtés. Cette matrice, elle a été établie en fonction de toute une série de variables sociodémographiques qui se sont avérées les plus discriminantes pour l'évolution des modes de consommation, c'est-à-dire le genre, l'âge, la situation professionnelle et la situation familiale. Alors, le CSA avait initialement envisagé une approche par focus group dans cette méthodologie d'analyse qualitative, mais le dispositif a dû être réaménagé en raison de la crise sanitaire qui ne permettait pas la réunion de groupe. Donc, la méthodologie qualitative a été réorientée vers des entretiens semi-directifs et le dispositif, dont la grille d'entretien, tous ces éléments-là ont été réadaptés. Ce dispositif de collecte de données quantitatives et qualitatives, il a été mis en place par Sonecom, avec qui nous avons travaillé. Alors, par rapport à la présentation concrète de l'échantillon, donc ici, on va vous présenter les variables sociodémographiques pondérées. Donc, on voit que l'ensemble des provinces de la Fédération Wallonie-Bruxelles est bien représenté. On retrouve 9% de répondants qui émanent du Brabant wallon, 24% de Bruxelles, 29% du Hainaut, 22% de Liège, 6% du Luxembourg et 10,5% de Namur. Les enquêtés ont été interrogés également sur leur lieu de résidence. On voit que la grande majorité des répondants résident en milieu urbain et en milieu périurbain. Ils sont un tiers à résider en milieu rural. Du point de vue des revenus, on voit que pour 65% de notre échantillon, le revenu mensuel net est inférieur à 2 500 €. Concernant la répartition des répondants en termes de genre, on a un échantillon qui est composé de 48% d'hommes et de 52% de femmes. S'agissant de la distribution des classes d'âge, l'échantillon est composé de 7% de 15-19 ans, entre 16 et 16,5% pour les catégories 20-29, 30-39, 40-49 et 50-59 ans. On a également 13,5% de 60-69 ans et 14,5% de personnes de 70 ans et plus. Enfin, en termes de diplôme, on retrouve presque 35% de personnes avec un bas diplôme, 32% avec un niveau de diplôme moyen et enfin 33% de haut diplôme. Merci Joël. On va désormais passer à proprement dit aux résultats, donc par rapport à l'attitude et par rapport aux perceptions. Comme le mentionnait Joël, donc l'attitude et Olivier d'ailleurs, l'attitude c'est le volet quantitatif et les perceptions c'est plutôt le volet qualitatif. Nous allons voir donc les trois dimensions évoquées par Joël qui sous-tendent ces deux volets méthodologiques que sont le volet quantitatif et le volet qualitatif. Donc, dans un premier temps, on va se pencher sur l'analyse des équipements présents au sein des ménages. Alors, dans un souci de synthèse, on ne présentera pas la totalité des résultats. On vous invitera à consulter le rapport scientifique qui sera mis en ligne juste après la présentation, ainsi que le rapport synthétisé qui comprend la totalité des résultats, ainsi que les tableaux relatifs aux résultats qui seront énoncés ici. Donc, un des premiers éléments qu'on voulait vous présenter ici, c'est que le téléviseur et le téléphone portable, en termes d'équipement dans le ménage, sont les équipements en fait les plus présents dans les ménages belges situés en région donc, de langue française et en région de Bruxelles-Capitale. En effet, on observe que 93,5% des répondants déclarent disposer d'au moins un téléviseur au sein de leur ménage et que 93,3% d'entre eux d'au moins un téléphone portable individuel.
Alors, pour illustrer nos propos, on vous présente ici le type de graphique que vous retrouverez dans la partie quantitative et qui permet en fait de se faire une idée des tendances observées. Donc ici, comme mentionné, on peut voir que une présence massive en fait de téléviseurs et de téléphones portables, mais il est aussi intéressant de relever que les ordinateurs, par exemple, ne sont pas en reste puisqu'ils sont présents dans 78,6% des ménages, tout comme les tablettes avec 40,8%, suivi d'assez près par les consoles de jeux avec 34,8%. Si l'on rentre un petit peu plus dans les détails, on observe en fait que les Smart TV sont majoritairement présentes parmi les répondants et les répondantes qui disposent d'au moins un téléviseur. En effet, ils sont 54,8%. Pardon, oui, c'est ça, ils sont 54,8% à disposer d'au moins un téléviseur connecté à Internet. En ce qui concerne les téléphones portables, quant à eux, ils sont majoritairement des smartphones, puisque parmi les répondants qui possèdent au moins un téléphone portable, 26% ont déclaré posséder un GSM et 63,9% ont déclaré posséder un smartphone. Si l'on se penche désormais sur les périphériques les plus connectés au téléviseur, au sein toujours des ménages, qui possèdent pour le coup un téléviseur, on observe en fait que les décodeurs des différents distributeurs, donc que ce soit vous, Telenet, Proximus ou encore Orange, sont les périphériques en fait les plus connectés. En effet, ils sont connectés au téléviseur dans 86,1% des cas, ce qui est largement devant d'autres périphériques du type lecteur DVD Blu-ray, puisque c'est dans 32,2% des cas, ou encore des consoles de jeux, puisque c'est dans 28,5% des cas. On a également observé que les ménages ont des appareils connectés connectables à Internet et qui a une potentialité élevée. Parce qu'en fait, 88,5% des ménages en fait, possèdent une connexion Internet, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il est intéressant cependant de préciser que parmi les répondants qui ont une connexion, on leur a posé la question de savoir comment est-ce qu'ils estimaient leur connexion. Est-ce qu'elle était de bonne ou de mauvaise qualité? Et donc, on s'est rendu compte que 88,5% des répondants qualifiaient leur connexion Internet de bonne ou de très bonne qualité, et ils sont seulement 11,5% à la déclarer de mauvaise ou de très mauvaise qualité. Alors, comme mentionné précédemment, on a pu, grâce au volet qualitatif, si vous voulez, chercher à comprendre comment et pourquoi un équipement va être privilégié ou pas par une personne. On a pu donc relever certaines perceptions qui sont propres aux consommateurs par rapport aux équipements qui sont présents au sein de leur ménage. Donc ici, on voulait vous montrer les perceptions qui expliquent la préférence pour certains individus de la détention d'un téléviseur. Et ce qui est ressorti, c'était que ce qui revenait souvent, c'était sa facilité d'utilisation, son côté également confortable, en raison notamment de sa facilité d'utilisation, de son ergonomie, du fait également qu'il soit souvent présent dans une pièce de vie. Et puis son côté fixe, donc stable et permanent, et son positionnement, car il se trouve également et généralement, surtout dans une pièce de vie qui lui confère un côté convivial. Donc ça, c'est vraiment les perceptions qui nous ont été, qu'on a relevées des répondants qui détenaient un téléviseur. Si on regarde la perception générale sur les décodeurs des différents distributeurs, c'était intéressant de relever que les utilisateurs de ces décodeurs, et on l'a vu en tout cas, ils sont nombreux, ne consomment pas exclusivement de manière linéaire et donc ont tendance à avoir une utilisation assez intéressante et assez importante des fonctionnalités qui sont offertes par ces décodeurs. Et donc, ils cherchent également à maîtriser leur consommation respective et donc ça peut passer par les fonctionnalités du type enregistrement, pause, etc. Alors, nous allons désormais nous pencher sur la consommation audiovisuelle unique. Donc, petit rappel, elle a été définie comme l'utilisation d'un seul mode de consommation audiovisuelle à la fois, puisque ma collègue Joël reviendra par la suite sur la consommation audiovisuelle simultanée. Donc, en gros, c'est je vais consommer la télévision ou la vidéo à la demande payante ou la vidéo à la demande gratuite. Donc, dans un premier temps, on observe que la télévision reste le mode de consommation audiovisuelle le plus populaire dans les ménages belges, situés en région de langue française et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, puisque 72,3% des répondants affirment regarder la télévision, alors que ce soit ou non en combinaison avec la VOD. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent exclusivement que de la télévision constamment.
ils peuvent aussi consommer de la VOD, mais en tout cas, il y a 72,3% des répondants qui affirment regarder la télévision. 53,4% des répondants consomment de la vidéo à la demande et 8,7% des répondants affirment ne jamais regarder ni la télévision ni la vidéo à la demande. On s'est également penché sur la fréquence de l'utilisation et on a pu observer que regarder la télévision chez soi en fait constitue pour 81,6% des consommateurs, soit une très grande majorité, en fait une pratique quotidienne. Si l'on regarde les équipements qui sont choisis pour cette consommation, on observe que là, la consommation de télévision s'effectue en général sur un téléviseur pour en tout cas 98,5% des répondants. Un élément qu'on voulait vous présenter ici parce qu'on l'a trouvé extrêmement intéressant, on a essayé de faire une distinction dans l'étude entre le fait pour un consommateur d'être devant une télé allumée et le fait de suivre réellement un programme. Et là, en fait, on s'est rendu compte que le téléviseur reste allumé pour une durée majoritairement de plus de 3 heures. Puisqu'en fait, 49,7% des répondants ou des répondantes affirment que la télévision est allumée chez eux ou chez elles en moyenne plus de 3 heures par jour. Le fait qu'elle soit allumée ne veut pas dire pour autant qu'elle est suivie. Ça peut être que la télévision est allumée en bruit de fond ou alors qu'on fait une activité en même temps. En tout cas, elle est allumée en moyenne plus de 3 heures par jour. En revanche, 56,4% des consommateurs suivent la télévision entre 1 heure et 3 heures par jour en moyenne. Et là, on est donc dans le fait de regarder activement un programme. Donc, cette distinction nous a paru intéressante. Si l'on regarde désormais la consommation de la vidéo à la demande, on observe que les pourcentages se révèlent très en deçà des chiffres qui sont atteints par la télévision. En effet, on observe que la VOD payante est une pratique quotidienne pour 35,8% des répondants et celle de la vidéo à la demande gratuite pour 37,7% des répondants. On s'est également penché sur la durée moyenne quotidienne de consommation et la fréquence de l'utilisation. Et on observe en fait que les répondants qui consomment de la VOD sur une durée de 1 à 3 heures sont plus nombreux en fait s'agissant de la VOD payante que de la VOD gratuite, puisqu'ils sont 74,4% à consommer de la VOD payante sur cette durée et ils sont 54,6% pour la VOD gratuite. À l'inverse, les répondants qui consomment de la VOD sur une durée courte, donc on a considéré qu'une durée courte était moins de 1 heure, sont plus nombreux s'agissant de la VOD gratuite que de la VOD payante, puisqu'ils sont 37,1% pour la VOD gratuite contre 13,4% pour la VOD payante. Dans ce cadre, on s'est également penché en fait sur les services de vidéo à la demande qui étaient considérés comme les plus connus. Et en fait, on s'est rendu compte que je ne sais pas si ça va être une grande surprise, mais les plus connus, en fait, sont généralement les géants internationaux. Donc, on a posé la question à nos enquêtés, est-ce que vous connaissez tel type de service, tel type de service, tel type de service? Et donc, YouTube est connu par 95,8% des répondants, Facebook par 93,8%, Netflix par 93%, Instagram par 84,5%, Snapchat par 77,1%, Twitter par 74,6%. L'offre de nos distributeurs, que ce soit Proximus, Scarlett, vous, Telenet ou encore Orange, par 76,1%, et la RTBF Ovio par 71,1%. Il faut savoir que la liste ici n'est pas exhaustive et qu'elle continue. Et pour ça, je vous renvoie dans la synthèse. Je souhaiterais juste peut-être faire une petite précision ici. C'est qu'on a posé la question de savoir s'ils étaient connus, mais on est allé un petit peu plus loin, on leur a dit, OK, vous connaissez ce service, maintenant, est-ce que vous l'utilisez? Et là, c'est assez intéressant, les résultats ne sont pas présents sur le slide, mais je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, on disait que YouTube est connu par 95,8% des répondants, et en fait, parmi ces répondants qui connaissent ce service, eh bien, il y en a 77,1% qui l'utilisent. Pour Facebook, on disait 93,8% qui le connaissent, il y en a 70,6% qui l'utilisent. Et juste pour parler un petit peu aussi de nos acteurs, la RTBF Ovio, par exemple, qui est connue par 71,1%, est utilisée par 66,4% des consommateurs qui la connaissent. Par 57% des utilisateurs qui la connaissent. Donc, comme mentionné précédemment, et une fois de plus par rapport au volet qualitatif, on a cherché à comprendre comment et pourquoi un mode de consommation est préféré par une personne.
On reviendra un petit peu plus en détail là-dessus en conclusion. Mais en tout cas, pour les grands ou grandes consommatrices de télévision, on s'est rendu compte que c'était effectivement des utilisateurs très réguliers de la télévision, que généralement, ils apprécient sa forme traditionnelle, qui perçoivent vraiment la télévision comme un loisir familial, quelque chose de quotidien, et que c'est aussi un moyen de délassement après le travail. On y retrouve une utilisation, et ça on l'a mentionné, c'est pour ça qu'on avait fait la distinction dans les slides précédents, comme bruit de fond permanent. Donc pas forcément comme quelque chose qu'on va suivre constamment. On peut aussi allumer la télévision comme bruit de fond permanent. Pour les consommateurs de vidéos à la demande, là, on a quelque chose de différent. Ils s'identifient vraiment à une liberté de choix que permet en fait plutôt ce mode de consommation. C'est assez intéressant parce qu'ils associent vraiment ce type de consommation à un signal d'indépendance, vraiment un synonyme de recherche, une volonté de faire primer des fois un peu plus des choix intellectuels ou esthétiques. Il y a une espèce de volonté d'émancipation par rapport à certains contenus. Et ce qu'on a relevé également qui était intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir un paysage audiovisuel très diversifié, dans le sens où un consommateur de vidéos à la demande va avoir tendance à, par exemple, consommer du Netflix chez lui en rentrant le soir parce qu'il aura envie de regarder une série exclusive sur ce support. Mais s'il veut regarder un documentaire, par contre, il n'ira peut-être pas sur Netflix, il ira peut-être regarder de la VOD sur l'application d'Arte. S'il souhaite être informé et regarder un journal télévisé, il se tournera peut-être plus vers la RTBF Ovio. S'il est en déplacement, là, il va plutôt prendre son smartphone et aller regarder des vidéos courtes sur YouTube. Et on a eu effectivement un certain nombre de répondants qui ont mentionné également les offres illégales et la possibilité de consommer des contenus de manière illégale, notamment pour les sorties cinéma. Je vais maintenant laisser la parole à Joël concernant la consommation multimédia simultanée. Merci Samy. Donc effectivement, on s'est penché sur la consommation simultanée et je vous propose d'abord de spécifier, de définir de quoi on parle. Donc la consommation média ou multimédia simultanée, ça désigne l'utilisation d'un smartphone, d'un ordinateur portable ou d'une tablette pendant la consommation de télévision, de VOD payante ou de VOD gratuite. La consommation simultanée, elle inclut par ailleurs la réalisation d'autres activités que celles qui sont consacrées à la consommation audiovisuelle. Donc on va distinguer vraiment ce qui est de la consommation média ou multimédia simultanée et d'autre part la réalisation d'autres activités que des activités médias pendant qu'on est en train de consommer de l'audiovisuel. Alors, on constate que 47,6% des répondants pratiquent une activité média ou multimédia simultanément à leur consommation de télévision, de VOD payante ou de VOD gratuite chez eux. On observe que la réalisation d'activités médias multimédia simultanées est plus fréquente pendant le visionnage de la télévision, 34%, que de la VOD gratuite, 22%, et de la VOD payante, 13%. On serait ainsi face à une écoute qui est peut-être plus attentive vis-à-vis d'un contenu que l'on a cherché activement, que l'on a sélectionné et a fortiori que l'on a payé. Du point de vue des équipements qui sont utilisés pour la consommation simultanée, on observe que le smartphone est le support qui est le plus utilisé simultanément à la consommation de télévision et de VOD. On a presque 35% des répondants qui l'utilisent pendant la consommation de télévision, 47% pendant qu'ils visionnent de la VOD gratuite et presque 44% pendant qu'ils consomment de la VOD payante. On voit donc que l'utilisation du smartphone est plus importante pendant la consommation de VOD que pendant le visionnage de la télévision, et la différence pourrait peut-être s'expliquer par le profil respectif de leurs consommateurs, de leurs consommatrices, notamment leur âge et ou leur niveau de familiarité à la technologie. Alors les tâches les plus fréquentes qui sont réalisées simultanément à cette consommation, ce sont les mêmes pour la télévision que pour la VOD. En l'occurrence, c'est le fait d'abord de surfer sur les réseaux sociaux, ensuite de surfer sur Internet, troisièmement, de pratiquer un jeu et quatrièmement, de travailler. Alors, l'analyse qualitative, elle a permis aussi d'apporter des éléments d'explication à cette consommation média ou multimédia simultanée. Et en fait, de prime abord, on voit que plus l'effort qui est fourni à l'occasion de la sélection d'un contenu, donc plus cet effort est grand,
et intentionnelle, plus l'attention qu'on consacrera au contenu sera grande et donc moins on pratiquera d'activités simultanées en même temps. Il y a certains contenus qui sont par ailleurs vus comme étant plus propices à la distraction. Ce sont des contenus qui ne nécessitent peut-être pas ou peu de réflexion et qui peuvent donc être écoutés simultanément à la réalisation d'autres activités. La consommation média ou multimédia simultanée, elle peut être aussi expliquée dans certains cas par un manque d'intérêt pour le contenu ou alors par un réflexe. C'est le cas notamment de l'utilisation du smartphone et plus particulièrement de la consultation du fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Alors, concernant désormais la complémentarité des modes de consommation. Donc, comme on l'a mentionné en début de présentation, on s'est également penché sur cet aspect afin de cerner en fait les contours de l'évolution des modes de consommation. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? On observe en fait une utilisation croisée des modes de consommation qui est non majoritaire. En fait, 38% des répondants déclarent consommer uniquement des contenus audiovisuels accessibles à une heure déterminée via une grille fixe de programme, c'est-à-dire la télévision. Donc, 38% des répondants consomment uniquement de la télévision. Ils sont 19% à consommer uniquement de la vidéo à la demande. Et la consommation croisée de ces deux modes de consommation est en fait pratiquée par 34,4% des répondants. Si l'on rentre un petit peu plus dans les détails, on observe en fait que la consommation croisée, donc pour ceux qui consomment donc de manière complémentaire différents types de contenus, eh bien, celle qui est préférée de ces répondants-là, c'est la télévision et la vidéo gratuite, avec 16,7% des répondants qui consomment donc de la télévision et de la VOD gratuite. Ils sont en tout cas 12,6% à combiner les trois modes de consommation, c'est-à-dire télévision, VOD payante et VOD gratuite. Sur l'aspect qualitatif, donc pour chercher à comprendre un peu comment et pourquoi la télévision ou la VOD est préférée, qu'est-ce qu'on a remarqué? En tout cas, que ceux qui consomment uniquement de la télévision linéaire témoignent en fait d'habitudes de consommation bien ancrées. Alors, on parle de routine, de programmes télévisés, comme on l'a déjà mentionné, de télévision en mori de fond pour accompagner des activités quotidiennes. On observe également que c'est considéré comme une source idéale de divertissement, facile d'utilisation, avec une offre diversifiée. Ces consommateurs ont tendance quand même à évoquer le fait que la VOD est des fois trop complexe pour eux et que ça nécessite plus de concentration et d'attention. Ceux et celles qui consomment en tout cas de manière complémentaire, eux ont souligné l'influence familiale sur leur consommation de la télévision, que ce soit en termes d'horaire ou de contenu. Et ils expliquent que ça induit en fait une consommation complémentaire de la VOD afin de satisfaire leurs attentes et leur goût personnel. Alors, j'imagine qu'on a tous un petit peu en tête certains types de consommateurs qui pourraient rentrer dans ces consommateurs de manière complémentaire. Ça peut être par exemple un jeune qui est dans un ménage avec ses parents monopolisent le salon où ils sont en train de regarder un programme. Ce programme n'intéresse pas le jeune en question qui va décider d'aller dans sa chambre pour consommer par exemple de manière délinéarisée de la VOD et en fait atteindre ses goûts, ses attentes par rapport à un contenu qu'il souhaite regarder. Un autre aspect qu'on a regardé, donc ici on vient de parler de la complémentarité, on s'est posé la question de la substituabilité des modes de consommation. Et ici la question qu'on se pose en fait, c'est est-ce que on est en présence d'une consommation complémentaire ou est-ce qu'on a un abandon d'un mode de consommation spécifique au profit d'un autre? Et là, ce qu'on observe, c'est que 86,3% des enquêtés n'envisagent certainement ou probablement pas d'arrêter de regarder la télévision. Et 71,5% n'envisagent certainement ou probablement pas d'arrêter de regarder la vidéo à la demande payante. Alors, les raisons évoquées par ceux et celles qui envisageraient pour le coup d'arrêter de regarder la télévision, ils sont évoqués principalement le manque d'intérêt pour les contenus. En deuxième lieu est arrivé le désagrément lié à la publicité. Et en troisième lieu, le prix de l'abonnement à la télévision. Ceux qui arrêteraient de consommer de la télévision se tourneraient par contre
plus vers des vidéos à la demande gratuites, puisqu'ils sont 62,9% qui se tourneraient, donc parmi évidemment ceux qui envisageraient de arrêter de regarder de la télévision, ils sont 62,9% à aller plutôt vers de la VOD gratuite, et ils sont 38% à aller plutôt vers de la VOD payante. Donc on a souvent entendu Netflix va remplacer la télévision, Netflix va remplacer la télévision. On trouve que c'est un petit peu plus contrasté que ça. Et en fait, ce qu'on observe du moins ici, c'est que ceux qui sont prêts à arrêter de regarder de la télévision n'iraient pas forcément vers des contenus payants de VOD, mais peut-être consommeraient plutôt de la VOD gratuite. Je voulais juste préciser quelque chose par rapport à ce slide. Vous trouverez également dans le rapport synthétique, mais également dans le rapport scientifique. En fait, on a précisé par rapport à la substituabilité une autre question. On a posé la même question, mais par rapport à une augmentation tarifaire. Donc, est-ce que, par exemple, les gens arrêteraient de consommer de la télévision s'il y avait une augmentation du prix de l'abonnement de la TV? Et on a fait la même chose pour la VOD. Et là, évidemment, les résultats diffèrent. Juste pour vous donner un petit exemple, donc les gens qui seraient prêts, qui n'envisageraient pas d'arrêter de regarder la télévision, on l'a dit, c'est 86,3% dans ce cadre-là. Dans le cadre d'une augmentation tarifaire, il serait 61,1% à ne certainement ou probablement pas envisager d'arrêter de se désabonner à la télévision. Donc, on le voit d'ailleurs puisque c'est une des raisons invoquées, mais le prix de l'abonnement a un impact sur l'arrêt ou non, et la volonté de substituer ou non un mode de consommation. Je vais désormais laisser la parole à Joël pour faire un récapitulatif des principaux enseignements par rapport au volet qualitatif. Oui, donc effectivement, on peut en tirer plusieurs enseignements quand on lit transversalement les données. En fait, on voit tout d'abord que les enquêtés ont bien une source de contenu privilégiée pour la consommation de contenu audiovisuel. Alors, dans leur représentation, on voit qu'ils font une distinction entre la télévision linéaire, la VOD gratuite native de la télévision, comme par exemple Ovio ou RTL Play, la VOD gratuite native de l'Internet, comme par exemple YouTube, la VOD payante, Netflix, qui est souvent mentionnée, et les VOD obtenus illégalement. Toutefois, s'ils ont bien une source de contenu privilégiée, on voit que ces différentes sources ne s'excluent pas l'une de l'autre. On perçoit en fait une diversité des usages, des modes de consommation, des médias. Ils vont s'inscrire sur une espèce de forme de continuum où on va passer de l'un à l'autre en fonction de toute une série de paramètres contextuels qu'on a donc listés là dans les slides. Donc, ce premier paramètre, c'est l'objectif qu'on souhaite donner à sa consommation. Est-ce qu'on souhaite plutôt passer le temps, avoir un fond d'ambiance, accompagner des tâches diverses? Est-ce qu'on souhaite s'informer, se divertir, plutôt apprendre les langues ou alors binge-watcher une série? Le contenu, ensuite, qu'on souhaite regarder, est-ce que c'est de l'info, du divertissement, des séries, des œuvres cinématographiques, des documentaires, des sources d'informations alternatives ou des formats courts, comme par exemple des capsules humoristiques ou des tutoriels. Troisième élément, il y a le fait de consommer des contenus seul, en couple ou dans une dynamique de groupe. Parce que si le fait de consommer seul implique une certaine autonomie dans le choix des contenus audiovisuels, la consommation en couple ou en groupe, ça implique une certaine négociation et donc de faire des compromis. Quatrième élément, la volonté d'être attentif au contenu et de le suivre assidûment, ou alors de le regarder de manière plus ou moins distraite et passive. Cinquième élément, il y a l'intention de chercher proactivement du contenu, ou alors l'envie vraiment de se laisser porter par ce qui vient sans devoir choisir. Sixième élément, le fait d'être chez soi ou en déplacement. Septièmement, l'équipement qui est à disposition au moment de la consommation. Et huitièmement, le moment de la journée. En fait, on voit que chaque mode de consommation répondrait plus adéquatement à chacun de ces paramètres. Et donc, si les enquêtés ont bien une source de contenu privilégié, ils vont opérer toutefois des combinaisons entre des modes de consommation qui peuvent apparaître comme étant complémentaires en fonction de tous ces différents paramètres que je viens de lister. Alors ensuite, on s'est penché sur l'influence de différentes variables. Donc, on a mis en exergue l'influence de plusieurs variables sur l'utilisation de la télévision et des nouveaux modes de consommation. Ce sont des données qui permettent vraiment d'apporter des détails sur les facteurs qui vont impacter l'évolution de la consommation et des équipements.
Plus précisément, on a analysé l'influence du genre, de la classe d'âge, de la situation familiale, du revenu du ménage, de la sensibilité globale au prix, du niveau de détention d'appareils connectés et de la familiarité à la technologie sur, d'autre part, le nombre d'équipements du ménage, le choix du mode de consommation ou le choix de l'équipement, la pratique d'une consommation audiovisuelle simultanée, mais aussi le type d'activité simultanée, donc est-ce qu'on est plutôt sur son smartphone ou sur sa tablette, la complémentarité des modes de consommation et la substituabilité des modes de consommation. Excusez-moi. On a fait des tests statistiques du Qui2 et des tests de Fisher pour déterminer si on avait une association statistiquement significative entre les variables. Alors, la première variable dont on a testé l'influence, c'est le genre. Donc ici, je vous ai mis un exemple de tableau qui va illustrer ces statistiques. Donc, on a testé à l'aide du Qui carré l'existence d'un lien entre deux variables qualitatives. On a d'une part le genre, on est un homme ou on est une femme, et d'autre part, le choix du mode de consommation, la télévision, la VOD, ou alors je consomme rien de tout ça. On voit ici dans ce tableau que 76% des femmes regardent la télévision pour 68% des hommes. 45% des femmes regardent la vidéo à la demande pour 62% des hommes. Donc, le test statistique du Qui2 va montrer qu'il y a une association qui est statistiquement significative entre ces variables, que les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à regarder la télévision que les hommes et qu'elles sont également proportionnellement moins nombreuses à regarder la vidéo à la demande en général que les hommes. Alors, une analyse complémentaire a permis de mettre en exergue que la consommation, elle est bien genrée, mais pas pour toutes les tranches d'âge. On observe une différence de consommation aussi bien de la télévision que de la vidéo à la demande payante auprès des plus de 60 ans. Donc, dans cette catégorie d'âge, les hommes vont consommer proportionnellement plus de vidéos à la demande, quand les femmes vont consommer proportionnellement plus de télévision. Entre 30 ans et 60 ans, on a une différence de comportement entre les genres qui est observée, mais là, elle ne porte que sur la consommation de vidéos à la demande, puisque les hommes en consomment proportionnellement plus que les femmes. Et enfin, ces différences de consommation selon le genre, elles disparaissent en deçà de 30 ans. Enfin, on voit aussi que le genre va influencer le type d'activité qui est réalisée simultanément à la consommation de télévision, puisque non seulement les femmes utilisent moins les supports médias en parallèle de la consommation de télévision par rapport aux hommes, mais on voit aussi qu'elles sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à effectuer une autre activité qu'une activité média pendant qu'elles sont en train de regarder la télévision. Alors, nous avons fait la même chose avec l'âge, comme le mentionnait Joël, et nous avons en fait cherché à comprendre l'influence de l'âge sur le choix du mode de consommation d'une personne. Alors, on s'est rendu compte que le choix du mode de consommation d'une personne est effectivement influencé par sa classe d'âge. Ici, on va également vous montrer un tableau qui illustre les tests statistiques. En fait, on a testé à l'aide du Qui2 l'existence d'un lien entre nos deux variables, que sont l'âge et le choix du mode de consommation. Donc, soit la télévision, soit la VOD, soit rien de tout ça. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe, comme le montre le tableau, que 51,2% des 15-19 ans répondent positivement à la question « Vous arrive-t-il de regarder la télévision ?» Pour 50,1% des 20-29 ans, eux vont regarder la télévision et on voit que ce pourcentage croît en fonction de l'âge. Si on se penche maintenant sur la VOD à la demande, qu'est-ce qu'on observe? On observe que 85,2% des 15-19 ans ont répondu positivement à la question « Vous arrive-t-il de regarder la VOD ?» Et on remarque que ce pourcentage va avoir tendance à décroître en fonction de l'âge, puisque par exemple, si on prend les 60-69 ans, ils ne sont plus que 23,2% à avoir répondu positivement. Et si on prend les 70 et plus, 70 et plus, pardon, ils sont 6,6%. Donc, le test de statistique de Qui2, en tout cas, nous a montré qu'il y a une association statistiquement significative entre ces variables. La consommation de la télévision augmente avec
la classe d'âge. Alors, on a quand même mentionné le fait que ce n'était pas de manière complètement linéaire, étant donné qu'on voit au niveau des 40-49 ans, si on regarde par exemple pour la télévision, que cela fait un petit bond entre les 30-39 ans qui sont à 62,1%, ça passe à 80,1 pour les 40-49 ans, puis ça redescend à 78,3 pour les 50-59. Hormis cette tranche-ci, on observe quelque chose de linéaire. On a également, on s'est également posé la question de l'influence de l'âge sur d'autres variables, et donc sur la consommation, notamment multimédia simultanée. Et là, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que plus on est jeune, plus on utilise simultanément différents supports médias en vue d'une consommation audiovisuelle. Et à l'inverse, plus on est âgé, moins on utilise simultanément différents supports en vue d'une consommation audiovisuelle. Alors, je me suis permis ici de ne pas vous mettre les tableaux. Vous les retrouverez tous, évidemment, dans les différents rapports. C'est plutôt dans un souci de synthèse. Un autre aspect intéressant, c'est l'influence de l'âge sur donc la substituabilité des modes de consommation. Et là, on a observé que plus on est jeune, plus on a tendance à envisager d'arrêter de regarder la télévision pour la substituer à un autre mode. Plus on est âgé, moins on a tendance à envisager de regarder la télévision pour la substituer à un autre mode. De manière inverse, plus on est jeune, moins on a tendance à envisager d'arrêter de regarder la VOD payante pour la substituer à un autre mode. Et plus on est âgé, plus on a tendance à envisager de regarder la VOD payante pour la substituer à un autre mode de consommation. Donc voilà, on voulait vous présenter ici l'impact de certaines variables. Malheureusement, pour essayer d'être le plus court possible, on n'a pas pu tout mentionner. Mais ici, on va passer désormais sur les perspectives, sur les enjeux et les recommandations que nous voulions vous présenter. Et par rapport à ça, je vais laisser la parole à mon collègue Olivier. Merci Samy. Alors en effet, dans un gros chapitre de conclusion, dans lequel je ne vais pas entrer, mais l'intéressant est quand même ce par quoi nous avons commencé, c'est-à-dire une sélection de profils types. Alors, nous avons sélectionné pour vous une quinzaine, en fait, exactement 15 profils types, qui se basent en fait à la fois sur les résultats du volet quantitatif et sur ceux du volet qualitatif. Ça permet d'avoir une vision un peu d'ensemble, un peu archétypé, bien sûr. Donc, c'était d'ailleurs l'objectif de cet exercice. Essayer d'établir des espèces de portraits robots qui sont assez édifiants et très intéressants. Je vous invite donc à en prendre connaissance. Je crois aussi que ce sont des clés de compréhension sur le comportement des gens. Alors, à titre vraiment d'exemple, et parmi donc les 15 profils, on a sélectionné ici, dans le cadre de cette présentation, le profil type d'une personne qui envisage de remplacer la télévision par de la vidéo à la demande payante. Et donc, on constate qu'il y a d'autres caractéristiques, mais les caractéristiques essentielles d'une telle personne sont en fait d'être âgé entre 20 et 39 ans. Ici, le genre n'a pas d'influence. Ce sont des personnes qui ont un haut niveau de diplôme, qui sont actives professionnellement. Il s'agit aussi de ménages avec de jeunes enfants, un revenu mensuel net de plus de 3 500 €. Donc, vous voyez, c'est une sélection bien sûr de caractéristiques archétypales, mais enfin, ça donne une bonne image on peut se représenter ainsi certains profils, peut-être dans ses connaissances. Voilà. On peut ensuite constater, c'est grâce au volet qualitatif, donc les entretiens, que ces personnes ont peu d'intérêt pour les contenus télévisés, que le choix des contenus disponibles en VOD payante est plus important et mieux adapté à leurs attentes, qu'ils préfèrent en fait s'abstenir de voir des publicités, qu'ils apprécient d'autre part la facilité d'utilisation, la flexibilité, la maîtrise de leur mode de consommation. Voilà, donc tout ça, la liste aussi est plus longue que celle-ci. Je peux donc me limiter à ces quelques aspects. Mais vous voyez donc que c'est un point particulièrement intéressant de notre conclusion. L'autre gros point, et il a déjà été signalé d'entrée de jeu, c'est les enjeux de régulation que nous avons mis en évidence et souhaité partager avec notre public. Et donc, naturellement, de nouveau, ici, on pense bien sûr au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au ministère, aux différentes administrations publiques, peut-être aussi d'autres niveaux de pouvoir, notamment régional. Je
pense que tout ça aussi peut être intéressant pour le secteur audiovisuel, qui est composé évidemment d'acteurs publics et privés. La presse, les enseignants, toutes ces grandes catégories de personnes devraient être intéressées par les thèmes que nous avons choisis. Alors, on peut les passer rapidement en revue. L'affirmation des plateformes locales, le fait d'avoir des acteurs régionaux, locaux forts, qui ont une certaine importance vis-à-vis des grandes plateformes internationales. La régulation des réseaux sociaux, qui est un des thèmes, un des chevaux de bataille du CSA pour le moment, qui est aussi une grande question au niveau européen, on en a parlé aussi tout à l'heure. L'exception culturelle et la découvrabilité, qui sont en fait aussi une forme peut-être d'affirmation des plateformes locales, en fin de compte, qui permettent en fait d'avoir des offres locales qui se détachent un petit peu, qui dans la compétition avec les grands acteurs internationaux, en fait, ont aussi des caractéristiques propres qui attisent l'intérêt même des différentes spectatrices et spectateurs. L'égalité et la lutte contre les discriminations, qui est un point qui me paraît aussi particulièrement important à envisager au niveau politique notamment. Les offres illégales, dont on a parlé régulièrement au cours de cette présentation. Et enfin, l'analyse de marché de la CRC, puisque l'objectif était aussi de pouvoir donner des informations quant à cette analyse de marché, l'évolution éventuelle de la consommation d'offres en OTT. Alors, on a le CSA et notamment son collège d'autorisation et de contrôle ont, sur base des enjeux que nous avons rappelés et un petit peu explicités et contextualisés, pris un certain nombre de recommandations donc, que l'on peut catégoriser de la façon suivante. En fait, grosso modo, on essaie, suivant le cas, de mettre en place, on propose, on suggère aux différents acteurs de mettre en place des mécanismes de coopération. On pense que la sensibilisation, et notamment du grand public, peut, dans certaines hypothèses, avoir une influence. Dans beaucoup de cas, on estime que la recherche au niveau scientifique sera très utile, et cette étude se veut aussi d'ailleurs forcément, comme vous l'aurez compris, un élément qui doit pouvoir permettre cette recherche dans une certaine mesure. Politique publique, évidemment, dans certains cas, notamment en matière d'égalité, de lutte contre les discriminations, on va y revenir, mais voilà, ce sont vraiment des points qu'on voulait souligner. La régulation, c'est essentiellement les aspects que nous, en tant que CSA et peut-être d'autres acteurs, pouvons mettre en évidence dans notre action dans les mois, dans les années qui viennent. Voilà. Alors, on a donné ici on va donner en quelques traits des exemples pour chacune de ces recommandations. Évidemment, les recommandations, il y en a plus d'une vingtaine, vous les trouverez à la fin de notre étude. Mais voilà, l'idée, c'était de dire, par exemple, pour l'affirmation des plateformes locales, eh bien, on suggérait d'entamer une réflexion sur la stratégie de développement des acteurs locaux, en sachant qu'on a déjà des marques connues, appréciées du grand public, et peut-être qu'on pourrait imaginer une réflexion pour approfondir, aller plus loin dans cette voie. En ce qui concerne la régulation des réseaux sociaux, on souhaiterait, enfin on propose, on suggère, on imagine que ce serait une solution d'imposer aux plateformes de partage de contenu en ligne certaines obligations. C'est d'ailleurs dans le cadre du DSA qu'un certain nombre d'entre elles pourraient s'opérer, mais voilà, on en saura plus dans le cours de la journée. Et enfin, je signalerai donc l'exception, enfin oui, je signalerai aussi l'exception culturelle de la découvrabilité, la recommandation qui illustre un petit peu cette thématique, c'est de réfléchir en fait sur les risques de balkanisation ou de cannibalisation, peut-être même, des différentes initiatives des acteurs locaux. Voilà, donc c'est un point que l'on met aussi sur la table. En matière d'égalité et de lutte contre les discriminations, nous suggérons aussi au pouvoir public d'inclure une réflexion sur l'égalité des chances en termes de genre, d'âge et de revenus dans la mise en place de politiques publiques, ainsi que dans les projets liés à la transition numérique. Concernant la lutte contre les offres illégales, on sait que le CSA en fait, a déjà lancé un certain nombre de tables rondes pour réunir
les acteurs concernés. On pense que cette coopération doit se renforcer à l'avenir. Et enfin, concernant l'analyse de la CRC, eh bien, il importe que le CSA coopère avec ses partenaires flamands et germanophones et fédéraux pour continuer la discussion en matière d'analyse du marché de la télévision. Voilà. Merci Olivier. Il ne nous reste plus maintenant qu'à conclure et surtout à ouvrir la session des questions et réponses. Je parle sous le contrôle de notre service com qui est présent ici. Normalement, le site donc www.csa.be/map qui comprend différents insights de l'étude plus les différents rapports, que ce soit le scientifique ou alors le synthétisé, est déjà en ligne et nous vous invitons à aller le consulter. Et voilà, si vous avez des questions, on est prêt à y répondre.